s'illuminèrent de lueurs bleuâtres. Elle prit son pied, qui, cette fois, se laissa faire, comme une femme qui va mettre son brodequin, et l'ajusta à sa jambe avec beaucoup d'adresse. Cette opération terminée, elle fit 2 ou 3 pas dans la chambre, comme pour s'assurer qu'elle n'était réellement plus boiteuse. Ah! Comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation, et qui avait, dès le jour de ma naissance, mis un peuple tout entier à l'ouvrage pour me creuser un tombeau si profond qu'il pût me conserver intact jusqu'au jour suprême où les âmes doivent être pesées dans les balances de l'Amenti. Venez avec moi chez mon père, il vous recevra bien, vous m'avez rendu mon pied-point. Je trouvai cette proposition toute naturelle, j'endossai une robe de chambre à grand ramage, qui me donnait un air très pharaonesque, je cossai à la hâte des babouches turques, et je dis à la princesse Ermonti que j'étais prêt à la suivre. Ermonti, avant de partir, détacha de son col la petite figurine de pâte verte et la posa sur les feuilles éparses qui couvraient la table. Il est bien juste, dit-elle en souriant, que je remplace votre serre-papier. Elle me tendit sa main, qui était douce et froide comme une peau de couleuvre, et nous partîmes. Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu fluide et grisâtre, où des silhouettes à peine ébauchées passaient à droite et à gauche. Un instant, nous ne vîmes que l'eau et le ciel. Quelques minutes après, des obélisques commencèrent à pointer, des pylônes, des rampes côtoyées de sphinx se dessinèrent à l'horizon. Nous étions arrivés. La princesse me conduisit devant une montagne de granit rose, où se trouvait une ouverture étroite et basse qu'il eût été difficile de distinguer des fissures de la pierre si 2 stèles bariolées de sculptures ne l'eussent fait reconnaître. Ermontis alluma une torche et se mit à marcher devant moi. C'étaient des corridors taillés dans le roc vif, les murs, couverts de panneaux d'hiéroglyphes et de processions allégoriques, avaient dû occuper des milliers de bras pendant des milliers d'années. Ces corridors, d'une longueur interminable, aboutissaient à des chambres carrées, au milieu desquelles étaient pratiqués des puits, où nous descendions au moyen de crampons ou d'escaliers en spirale. Ces puits nous conduisaient dans d'autres chambres, d'où partaient d'autres corridors également. Bigarrés d'éperviers, de serpents roulés en cercle, de taux, de pédomes, de barils mystiques, prodigieux travail que nul œil vivant ne devait voir, interminables légendes de granit que les morts avaient seuls le temps de lire pendant l'éternité. Enfin, nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énorme, si démesurée, que l'on ne pouvait en apercevoir les bornes. À perte de vue s'étendaient des files de colonnes monstrueuses entre lesquelles tremblotaient de livides étoiles de lumière jaune, ces points brillants révélaient des profondeurs incalculables. La princesse Ermonti me tenait toujours par la main et saluait gracieusement les momies de sa connaissance. Mes yeux s'accoutumaient à ce demi-jour crépusculaire, et commençaient à discerner les objets. Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines. C'étaient de grands vieillards secs, ridés, parcheminés, noirs de naphte et de bitume, coiffés de pschans d'or, bardés de pectoraux et de hauts cols, constellés de pierreries avec des yeux d'une fixité de sphinx et de longues barbes blanchies par la neige des siècles. Derrière eux, leur peuple embaumé se tenait debout dans les poses roides et contraintes de l'art égyptien, gardant éternellement l'attitude prescrite par le codex hiératique. Derrière les peuples miaulaient, battaient de l'aile et ricanaient les chats, les ibis et les crocodiles contemporains, rendus plus monstrueux encore par leur emmaillotage de bandelettes. Tous les pharaons étaient là, Chéops, Chephren, Psametichu, Sésostri, Amenhotep,
tous les noirs dominateurs des pyramides et des syringes. Sur une estrade plus élevée siégeait le roi Chronos Xixoutros, qui fut contemporain du déluge, et Tubal-Caïn, qui le précéda. La barbe du roi Xixoutros avait tellement poussé qu'elle avait déjà fait 7 fois le tour de la table de granit sur laquelle il s'appuyait tout rêveur et tout somnolent. Plus loin, dans une vapeur poussiéreuse, à travers le brouillard des éternités, je distinguais vaguement les 72 rois pré-adamites avec leurs 72 peuples à jamais disparus. Après m'avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce spectacle vertigineux, la princesse Hermontie me présenta au pharaon son père, qui me fit un signe de tête fort majestueux. « J'ai retrouvé mon pied. J'ai retrouvé mon pied !» criait la princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre avec tous les signes d'une joie folle. « C'est monsieur qui me l'a rendu point. » Les races de Kémé, les races de Nahasi, toutes les nations noires, bronzées, cuivrées, répétées en chure, la princesse Hermontie a retrouvé son pied. Xixoutros lui-même s'en émut, il souleva sa paupière appesantie, passa ses doigts dans sa moustache, et laissa tomber sur moi son regard chargé de siècles. Par OMS, chien des enfers, et par Tmei, fille du soleil et de la vérité, voilà un brave et digne garçon, dit le pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par une fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense ? Fort de cette audace que donnent les rêves, où rien ne paraît impossible, je lui demandai la main d'Hermontie. La main pour le pied me paraissait une récompense antithétique d'assez bon goût. Le pharaon ouvrit tout grand ses yeux de verre, surpris de ma plaisanterie et de ma demande. « De quel pays es-tu et quel est ton âge ? » « Je suis français, et j'ai 27 ans, vénérable pharaon. » 27 ans ? Et il veut épouser la princesse Hermontie, qui a 30 siècles. S'écrièrent à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations. Hermontie seule ne parut pas trouver ma requête inconvenante. Si tu avais seulement 2000 ans, reprit le vieux roi, je t'accorderais bien volontiers la princesse, mais la disproportion est trop forte, et puis il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous conserver, les derniers qu'on a apportés il y a 15 siècles à peine, ne sont plus qu'une pincée de cendre. Regarde, ma chair est dure comme du basalte, mes os sont des barres d'acier. J'assisterai au dernier jour du monde avec le corps et la figure que j'avais de mon vivant, ma fille Hermontie durera plus qu'une statue de bronze. Alors le vent aura dispersé le dernier grain de ta poussière, et Isis elle-même, qui sut retrouver les morceaux d'Osiris, serait embarrassée de recomposer ton être. Regarde comme je suis vigoureux encore et comme mes bras tiennent bien, dit-il en me secouant la main à l'anglaise, de manière à me couper les doigts avec mes bagues. Il me serra si fort que je m'éveillai, et j'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. Ah ça ! Enragé dormeur, faudra-t-il te faire porter au milieu de la rue et te tirer un feu d'artifice aux oreilles. Il est plus de midi, tu ne te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de Monsieur Aguado. Mon Dieu! Je n'y pensais plus, répondis-je en m'habillant, nous allons y aller, j'ai la permission ici sur mon bureau. Je m'avançai effectivement pour la prendre, mais jugez de mon étonnement lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à sa place par la princesse Hermontie. La pipe d'opium l'autre jour, je trouvai mon ami Alphonse Carr assis sur son divan, avec une bougie allumée,
quoiqu'il fît grand jour, et tenant à la main un tuyau de bois de cerisier muni d'un champignon de porcelaine sur lequel il faisait dégoûter une espèce de pâte brune assez semblable à de la cire à cacheter. Cette pâte flambait et grésillait dans la cheminée du champignon, et il aspirait par une petite embouchure d'ambre jaune la fumée qui se répandait ensuite dans la chambre avec une vague odeur de parfum oriental. Je pris, sans rien dire, l'appareil des mains de mon ami, et je m'ajustai à l'un des bouts. Après quelques gorgées, j'éprouvai un espèce d'étourdissement qui n'était pas sans charmes et ressemblait assez aux sensations de la première ivresse. Étant de feuilleton ce jour-là, et n'ayant pas le loisir d'être gris, j'accrochai la pipe à un clou et nous descendîmes dans le jardin, dire bonjour aux dahlias et jouer un peu avec Schutz, heureux animal qui n'a d'autre fonction que d'être noir sur un tapis de vert gazon. Je rentrai chez moi, je dînai, et j'allai au théâtre subir je ne sais quelle pièce, puis je revins me coucher, car il faut bien en arriver là, et faire, par cette mort de quelques heures, l'apprentissage de la mort définitive. L'opium que j'avais fumé, loin de produire l'effet somnolent que j'en attendais, me jetait en des agitations nerveuses comme du café-viol, et je tournais dans mon lit en façon de carpe sur le grill ou de poulet à la broche, avec un perpétuel roulis de couverture, au grand mécontentement de mon chat roulé en boule sur le coin de mon édredon. Enfin, le sommeil longtemps imploré ensabla mes prunelles de sa poussière d'or, mes yeux devinrent chauds et lourds, je m'endormis. Après 1 ou 2 heures complètement immobiles et noires, j'eus un rêve. Le voici, je me retrouvai chez mon ami Alphonse car comme le matin, dans la réalité, il était assis sur son divan de lampe jaune, avec sa pipe et sa bougie allumée, seulement le soleil ne faisait pas voltiger sur les murs, comme des papillons aux 1000 couleurs, les reflets bleus, verts et rouges des vitraux. Je pris la pipe de ses mains, ainsi que je l'avais fait quelques heures auparavant, et je me mis à aspirer lentement la fumée enivrante. Une mollesse pleine de béatitude ne tarda pas à s'emparer de moi, et je sentis le même étourdissement que j'avais éprouvé en fumant la vraie pipe. Jusque-là mon rêve se tenait dans les plus exactes limites du monde habitable, et répétait, comme un miroir, les actions de ma journée. J'étais pelotonné dans un tas de coussins, et je renversais paresseusement ma tête en arrière pour suivre en l'air les spirales bleuâtres, qui se fondaient en brume d'ouate, après avoir tourbillonné quelques minutes. Mes yeux se portaient naturellement sur le plafond, qui est d'un noir d'ébène, avec des arabesques d'or. À force de le regarder avec cette attention extatique qui précède les visions, il me parut bleu, mais d'un bleu dur, comme un des pans du manteau de la nuit. Vous avez donc fait repeindre votre plafond en bleu, dis-je à Carr, qui, toujours impassible et silencieux, avait embouché une autre pipe, et rendait plus de fumée qu'un tuyau de poêle en hiver, ou qu'un bateau à vapeur dans une saison quelconque. Nullement, mon fils, répondit-il en mettant son nez hors du nuage, mais vous m'avez furieusement la mine de vous être à vous-même peint l'estomac en rouge, au moyen d'un bordeaux plus ou moins Laffitte. Hélas! Que ne dites-vous la vérité, mais je n'ai bu qu'un misérable verre d'eau sucrée, où toutes les fourmis de la terre étaient venues se désaltérer, une école de natation d'insectes. Le plafond s'ennuyait apparemment d'être noir, il s'est mis en bleu. Après les femmes, je ne connais rien de plus capricieux que les plafonds, c'est une fantaisie de plafond, voilà tout, rien n'est plus ordinaire. Point. Cela dit, Carr rentra son nez dans le nuage de fumée, avec la mine satisfaite de quelqu'un qui a donné une explication limpide et lumineuse.
Cependant je n'étais qu'à moitié convaincu, et j'avais de la peine à croire les plafonds aussi fantastiques que cela, et je continuais à regarder celui que j'avais au-dessus de ma tête, non sans quelque sentiment d'inquiétude. Il bleuissait comme la mer à l'horizon, et les étoiles commençaient à y ouvrir leurs paupières aux cils d'or. Ces cils, d'une extrême ténuité, s'allongeaient jusque dans la chambre qu'ils remplissaient de gerbes prismatiques. Quelques lignes noires rayaient cette surface d'azur, et je reconnus bientôt que c'étaient les poutres des étages supérieurs de la maison devenues transparentes. Malgré la facilité que l'on a en rêve d'admettre comme naturelles les choses les plus bizarres, tout ceci commençait à me paraître un peu louche et suspect, et je pensais que si mon camarade Esquiro le magicien était là, il me donnerait des explications plus satisfaisantes que celles de mon ami Alphonse Carr. Comme si cette pensée eût eu la puissance d'évocation, Esquiro se présenta soudain devant nous, à peu près comme le Barbet de Faust qui sort de derrière le poêle. Il avait le visage fort animé et l'air triomphant, et il disait, en se frottant les mains, « Je vois aux antipodes, et j'ai trouvé la mandragore qui parle point. » Cette apparition me surprit, et je dis à Carr, « Oh Carr! Concevez-vous qu'Esquiro, qui n'était pas là tout à l'heure, soit entré sans qu'on ait ouvert la porte? » « Rien n'est plus simple, répondit Carr. L'on entre par les portes fermées, c'est l'usage, il n'y a que les gens mal élevés qui passent par les portes ouvertes. Vous savez bien qu'on dit comme injure, grand enfonceur de portes ouvertes. Point. Je ne trouvais aucune objection à faire contre un raisonnement si sensé, et je restais convaincu qu'en effet la présence d'Esquiro n'avait rien que de fort explicable et de très légal en soi-même. Cependant il me regardait d'un air étrange, et ses yeux s'agrandissaient d'une façon démesurée, ils étaient ardents et ronds comme des boucliers chauffés dans une fournaise, et son corps se dissipait et se noyait dans l'ombre, de sorte que je ne voyais plus de lui que ses deux prunelles flamboyantes et rayonnantes. Des réseaux de feu et des torrents d'effluves magnétiques papillotaient et tourbillonnaient autour de moi, s'enlaçant toujours plus inextricablement et se resserrant toujours, des fils étincelants aboutissaient à chacun de mes pores, et s'implantaient dans ma peau à peu près comme les cheveux dans la tête. J'étais dans un état de somnambulisme complet. Je vis alors des petits flocons blancs qui traversaient l'espace bleu du plafond comme des touffes de laine emportées par le vent, ou comme un collier de colombes qui s'égrènent dans l'air. Je cherchais vainement à deviner ce que c'était, quand une voix basse et brève me chuchota à l'oreille, avec un accent étrange, « Ce sont des esprits. » Les écailles de mes yeux tombèrent, les vapeurs blanches prirent des formes plus précises, et j'aperçus distinctement une longue file de figures voilées qui suivaient la corniche, de droite à gauche, avec un mouvement d'ascension très prononcé, comme si un souffle impérieux les soulevait et leur servait d'aile. À l'angle de la chambre, sur la moulure du plafond, se tenait assise une forme de jeune fille enveloppée dans une large draperie de mousseline. Ses pieds, entièrement nus, pendaient nonchalamment croisés l'un sur l'autre, ils étaient, du reste, charmants, d'une petitesse et d'une transparence qui me firent penser à ces beaux pieds de jaspe qui sortent si blancs et si purs de la jupe de marbre noir de l'Isis antique du musée. Les autres fantômes lui frappaient sur l'épaule en passant, et lui disaient, « Nous allons dans les étoiles, viens donc avec nous. » Point. L'ombre au pied d'Albâtre leur répondait, « Non. Je ne veux pas aller dans les étoiles, je voudrais vivre 6 mois encore. » Point. Toute la file passa, et l'ombre resta seule, balançant ses jolis petits pieds, et frappant le mur de son talon nuancé d'une teinte rose,
pâle et tendre comme le cœur d'une clochette sauvage, quoique sa figure fût voilée, je la sentais jeune, adorable et charmante, et mon âme s'élançait de son côté, les bras tendus, les ailes ouvertes. L'ombre comprit mon trouble par intention ou sympathie, et dit d'une voix douce et cristalline comme un harmonica, si tu as le courage d'aller embrasser sur la bouche celle qui fut moi, et dont le corps est couché dans la ville noire, je vivrai 6 mois encore, et ma seconde vie sera pour toi. Je me levai, et me fis cette question, à savoir, si je n'étais pas le jouet de quelque illusion, et si tout ce qui se passait n'était pas un rêve. C'était une dernière lueur de la lampe de la raison éteinte par le sommeil. Je demandai à mes 2 amis ce qu'ils pensaient de tout cela. L'imperturbable Carr prétendit que l'aventure était commune, qu'il en avait eu plusieurs du même genre, et que j'étais d'une grande naïveté de m'étonner de si peu. Esquiros expliqua tout au moyen du magnétisme. Allons, c'est bien, je vais y aller, mais je suis en pantoufles, cela ne fait rien, dit Esquiro, je pressens une voiture à la porte. Je sortis, et je vis, en effet, un cabriolet à 2 chevaux qui semblait attendre. Je montai dedans. Il n'y avait pas de cocher. Les chevaux se conduisaient eux-mêmes, ils étaient tout noirs, et galopaient si furieusement, que leurs croupes s'abaissaient et se levaient comme des vagues, et que des pluies d'étincelles petillaient derrière eux. Ils prirent d'abord la rue de la Tour d'Auvergne, puis la rue Bellefond, puis la rue Lafayette, et, à partir de là, d'autres rues dont je ne sais pas les noms. À mesure que la voiture allait, les objets prenaient autour de moi des formes étranges, c'étaient des maisons rechignées, accroupies au bord du chemin comme de vieilles filandières, des clôtures en planches, des réverbères qui avaient l'air de gibets à s'y méprendre. Bientôt les maisons disparurent tout à fait, et la voiture roulait dans la rase campagne. Nous filions à travers une plaine morne et sombre, le ciel était très bas, couleur de plomb, et une interminable procession de petits arbres fluets courait, en sens inverse de la voiture, des 2 côtés du chemin, l'on eût dit une armée de manches à balai en déroute. Rien n'était sinistre comme cette immensité grisâtre que la grêle silhouette des arbres rayait de hachures noires. Pas une étoile ne brillait, aucune paillette de lumière n'écaillait la profondeur blafarde de cette demi-obscurité. Enfin, nous arrivâmes à une ville, à moi inconnue, dont les maisons d'une architecture singulière, vaguement entrevues dans les ténèbres, me parurent d'une petitesse à ne pouvoir être habitées. La voiture, quoique beaucoup plus large que les rues qu'elle traversait, n'éprouvait aucun retard, les maisons se rangeaient à droite et à gauche comme des passants effrayés, et laissaient le chemin libre. Après plusieurs détours, je sentis la voiture fondre sous moi, et les chevaux s'évanouir en vapeur. J'étais arrivé. Une lumière rougeâtre filtrait à travers les interstices d'une porte de bronze qui n'était pas fermée. Je la poussai, et je me trouvai dans une salle basse dallée de marbre blanc et noir et voûtée en pierre. Une lampe antique, posée sur un socle de brèche violette, éclairait d'une lueur blafarde une figure couchée, que je pris d'abord pour une statue comme celles qui dorment les mains jointes, un lévrier aux pieds, dans les cathédrales gothiques, mais je reconnus bientôt que c'était une femme. Réelle? Elle était d'une pâleur exsangue, et que je ne saurais mieux comparer qu'au ton de la cire vierge jaunie. Ses mains mates et blanches comme des hosties, se croisaient sur son cœur, ses yeux étaient fermés, et leurs cils s'allongeaient jusqu'au milieu des joues. Tout en elle était mort, la bouche seule, fraîche comme une grenade en fleurs, étincelait d'une vie riche et pourprée, et souriant à demi comme dans un rêve heureux. Je me penchai vers elle, je posai ma bouche sur la sienne, et je lui donnai le baiser qui devait la faire revivre.
ses lèvres humides et tièdes, comme si le souffle venait à peine de les abandonner, palpitèrent sous les miennes, et me rendirent mon baiser avec une ardeur et une vivacité incroyables. Il y a ici une lacune dans mon rêve, et je ne sais comment je revins de la ville noire, probablement à cheval sur un nuage ou sur une chauve-souris gigantesque. Mais je me souviens parfaitement que je me trouvais avec Carr dans une maison qui n'est ni la sienne ni la mienne, ni aucune de celles que je connais. Cependant tous les détails intérieurs, tout l'aménagement m'était extrêmement familier. Je vois nettement la cheminée dans le goût de Louis XVI, le paravent à ramages, la lampe à garde-vue vert et les étagères pleines de livres aux angles de la cheminée. J'occupais une profonde bergère à oreillettes, et Carr, les deux talons appuyés sur le chambranle, assis sur les épaules et presque sur la tête, écoutait d'un air piteux et résigné le récit de mon expédition que je regardais moi-même un rêve. Tout à coup un violent coup de sonnette se fit entendre, et l'on vint m'annoncer qu'une dame désirait me parler. « Faites entrer la dame, répondis-je, un peu ému et pressentant ce qui allait arriver. Une femme vêtue de blanc, et les épaules couvertes d'un mantelet noir, entra d'un pas léger, et vint se placer dans la pénombre lumineuse projetée par la lampe. Par un phénomène très singulier, je vis passer sur sa figure trois physionomies différentes. Elle ressembla un instant à Malibran, puis à Monsieur, puis à celle qui disait aussi qu'elle ne voulait pas mourir, et dont le dernier mot fut « Donnez-moi un bouquet de violettes ». Mais ces ressemblances se dissipèrent bientôt comme une ombre sur un miroir, les traits du visage prirent de la fixité et se condensèrent, et je reconnus la morte que j'avais embrassée dans la ville noire. Sa mise était extrêmement simple, et elle n'avait d'autre ornement qu'un cercle d'or dans ses cheveux, d'un brun foncé, et tombant en grappes d'ébène le long de ses joues unies et veloutées. Deux petites taches roses empourpraient le haut de ses pommettes, et ses yeux brillaient comme des globes d'argent bruni. Elle avait, du reste, une beauté de camée antique, et la blonde transparence de ses chairs ajoutait encore à la ressemblance. Elle se tenait debout devant moi, et me pria, demande assez bizarre, de lui dire son nom. Je lui répondis sans hésiter qu'elle se nommait Carlotte, ce qui était vrai. Ensuite elle me raconta qu'elle avait été chanteuse, et qu'elle était morte si jeune, qu'elle ignorait les plaisirs de l'existence, et qu'avant d'aller s'enfoncer pour toujours dans l'immobile éternité, elle voulait jouir de la beauté du monde, s'enivrer de toutes les voluptés et se plonger dans l'océan des joies terrestres, qu'elle se sentait une soif inextinguible de vie et d'amour. Et, en disant tout cela avec une éloquence d'expression et une poésie qu'il n'est pas en mon pouvoir de rendre, elle nouait ses bras en écharpe autour de mon cou, et entrelaçait ses mains fluettes dans les boucles de mes cheveux. Elle parlait en vers d'une beauté merveilleuse, où n'atteindraient pas les plus grands poètes éveillés, et quand le vers ne suffisait plus pour rendre sa pensée, elle lui ajoutait les ailes de la musique, et c'étaient des roulades, des colliers de notes plus pures que des perles parfaites, des tenues de voix, des sons filés bien au-dessus des limites humaines, tout ce que l'âme et l'esprit peuvent rêver de plus tendre, de plus adorablement coquet, de plus amoureux, de plus ardent, de plus ineffable. Vivre 6 mois encore, était le refrain de toutes ces cantilènes. Je voyais très clairement ce qu'elle allait dire, avant que la pensée arrivât de sa tête ou de son cœur jusque sur ses lèvres, et j'achevai moi-même le vers où le chant commençait. J'avais pour elle la même transparence, et elle lisait en moi couramment.
Je ne sais pas où se seraient arrêtées ces extases que ne modérait plus la présence de car, lorsque je sentis quelque chose de velu et de rude qui me passait sur la figure, j'ouvris les yeux, et je vis mon chat qui frottait sa moustache à la mienne en manière de congratulation matinale, car l'aube tamisait à travers les rideaux une lumière vacillante. C'est ainsi que finit mon rêve d'opium, qui ne me laissa d'autre trace qu'une vague mélancolie, suite ordinaire de ces sortes d'hallucinations. Le club des Hachichins et l'hôtel Pimodon. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques compris des affiliés, inintelligibles pour d'autres, j'arrivai dans un quartier lointain, espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris, que le fleuve, en l'entourant de ses deux bras, semble défendre contre les empiétements de la civilisation, car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodon, bâti par Lauzun, que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu tenait séance mensuelle, où j'allais assister pour la première fois. Quoiqu'il fût à peine 6 heures, la nuit était noire. Un brouillard, rendu plus épais encore par le voisinage de la Seine, estompait tous les objets de sa ouate déchirés et troués, de loin en loin, par les auréoles rougeâtres des lanternes et les filets de lumière échappés des fenêtres éclairées. Le pavé, inondé de pluie, miroitait sous les réverbères comme une eau qui reflète une illumination, une bise âcre, chargée de particules glacées, vous fouettait la figure, et ses sifflements gutturaux faisaient le dessus d'une symphonie dont les flots gonflés se brisant aux arches des ponts formaient la basse. Il ne manquait à cette soirée aucune des rudes poésies de l'hiver. Il était difficile, le long de ce quai désert, dans cette masse de bâtiments sombres, de distinguer la maison que je cherchais. Cependant mon cocher, en se dressant sur son siège parvint à lire sur une plaque de marbre le nom à moitié dédoré de l'ancien hôtel, lieu de réunion des adeptes. Je soulevai le marteau sculpté, l'usage des sonnettes à boutons de cuivre n'ayant pas encore pénétré dans ces pays reculés, et j'entendis plusieurs fois le cordon grincer sans succès. Enfin, cédant à une traction plus vigoureuse, le vieux pêne rouillé s'ouvrit, et la porte aux ais massifs put tourner sur ses gonds. Derrière une vitre d'une transparence jaunâtre apparut, à mon entrée, la tête d'une vieille portière ébauchée par le tremblotement d'une chandelle. Un tableau de Scalken tout fait point la tête me fit une grimace singulière, et un doigt maigre, s'allongeant hors de la loge, m'indiqua le chemin. Autant que je pouvais le distinguer, à la pâle lueur qui tombe toujours, même du ciel le plus obscur, la cour que je traversais était entourée de bâtiments d'architecture ancienne à pignons aigus. Je me sentais les pieds mouillés comme si j'eusse marché dans une prairie, car l'interstice des pavés était rempli d'herbe. Les hautes fenêtres à carreaux étroits de l'escalier, flamboyant sur la façade sombre, me servaient de guide et ne me permettaient pas de m'égarer. Le perron franchi, je me trouvais au bas d'un de ces immenses escaliers comme on les construisait du temps de Louis XIV, et dans lesquels une maison moderne danserait à l'aise. Une chimère égyptienne dans le goût de Lebrun, chevauchée par un amour, allongeait ses pattes sur un piédestal et tenait une bougie dans ses griffes recourbées en bobèche. La pente des degrés était douce, les repos et les paliers bien distribués attestaient le génie du vieil architecte et la vie grandiose des siècles écoulés. En montant cette rampe admirable, vêtue de mon mince frac noir, je sentais que je faisais tache dans l'ensemble et que j'usurpais un droit qui n'était pas le mien. L'escalier de service eût été assez bon pour moi. Des tableaux, la plupart sans cadre, copies des chefs-d'œuvre de l'école italienne et de l'école espagnole, tapissaient les murs, et tout en haut, dans l'ombre, se dessinait vaguement un grand plafond mythologique peint à fresque.
J'arrivai à l'étage désigné. Un tambour de velours d'Utrecht, écrasé et miroité, dont les galons jaunis et les clous bossués racontaient les longs services, me fit reconnaître la porte. Je sonnai, l'on m'ouvrit avec les précautions d'usage, et je me trouvai dans une grande salle éclairée à son extrémité par quelques lampes. En entrant là, on faisait un pas de 2 siècles en arrière. Le temps, qui passe si vite, semblait n'avoir pas coulé sur cette maison, et, comme une pendule qu'on a oublié de remonter, son aiguille marquait toujours la même date. Les murs, boisés de menuiseries peintes en blanc, étaient couverts à moitié de toiles rembrunie ayant le cachet de l'époque. Sur le poêle gigantesque se dressait une statue qu'on eût pu croire dérobée aux charmilles de Versailles. Au plafond, arrondi en coupole, se tordait une allégorie strapassée, dans le goût de Lemoine, et qui était peut-être de lui. Je m'avançai vers la partie lumineuse de la salle où s'agitaient autour d'une table plusieurs formes humaines, et dès que la clarté, en m'atteignant, m'eut fait reconnaître, un vigoureux hurrah ébranla les profondeurs sonores du vieil édifice. C'est lui. C'est lui, crièrent en même temps plusieurs voix, qu'on lui donne sa part. Le docteur était debout près d'un buffet sur lequel se trouvait un plateau chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal, et posé, à côté d'une cuillère de vermeil, sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme, ses yeux étincelaient, ses pommettes se pourpraient de rougeur, les veines de ses tempes se dessinaient en saillies, ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis, me dit-il en me tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l'on servit du café à la manière arabe, c'est-à-dire avec le marc et sans sucre. Puis l'on se mit à table. Cette interversion dans les habitudes culinaires a sans doute surpris le lecteur, en effet, il n'est guère d'usage de prendre le café avant la soupe, et ce n'est en général qu'au dessert que se mangent les confitures. La chose assurément mérite explication. Deux parenthèses. Il existait jadis en Orient un ordre de sectaires redoutables commandé par un cheikh qui prenait le titre de vieux de la montagne, ou prince des assassins. Ce vieux de la montagne était obéi sans réplique, les assassins ses sujets marchaient avec un dévouement absolu à l'exécution de ses ordres, quels qu'ils fussent, aucun danger ne les arrêtait, même la mort la plus certaine. Sur un signe de leur chef, ils se précipitaient du haut d'une tour, ils allaient poignarder un souverain dans son palais, au milieu de ses gardes. Par quels artifices le vieux de la montagne obtenait-il une abnégation si complète? Au moyen d'une drogue merveilleuse dont il possédait la recette, et qui a la propriété de procurer des hallucinations éblouissantes. Ceux qui en avaient pris trouvaient, au réveil de leur ivresse, la vie réelle si triste et si décolorée, qu'ils en faisaient avec joie le sacrifice pour rentrer au paradis de leurs rêves, car tout homme tué en accomplissant les ordres du cheikh allait au ciel de droit, où, s'il échappait, était admis de nouveau à jouir des félicités de la mystérieuse composition. Or, la pâte verte dont le docteur venait de nous faire une distribution était précisément la même que le vieux de la montagne ingérait jadis à ses fanatiques sans qu'ils s'en aperçussent, en leur faisant croire qu'il tenait à sa disposition le ciel de Mahomet et les houris de 3 nuances, c'est-à-dire du hashish, d'où vient hachichin, mangeur de hashish, racine du mot assassin, dont l'acception féroce s'explique parfaitement par les habitudes sanguinaires des affidés du vieux de la montagne. Assurément,
les gens qui m'avaient vu partir de chez moi à l'heure où les simples mortels prennent leur nourriture ne se doutaient pas que j'allasse à l'île Saint-Louis, endroit vertueux et patriarcal s'il en fut, consommer un mets étrange qui servait, il y a plusieurs siècles, de moyen d'excitation à un chèque imposteur pour pousser des illuminés à l'assassinat. Rien dans ma tenue parfaitement bourgeoise n'eût pu me faire soupçonner de cet excès d'orientalisme, j'avais plutôt l'air d'un neveu qui va dîner chez sa vieille tante que d'un croyant sur le point de goûter les joies du ciel de Mohammed en compagnie de 12 Arabes on ne peut plus français. Avant cette révélation, on vous aurait dit qu'il existait à Paris en 1845, à cette époque d'agiotage et de chemin de fer, un ordre des hachichins dont M. de Hammer n'a pas écrit l'histoire, vous ne l'auriez pas cru, et cependant rien n'eût été plus vrai selon l'habitude des choses invraisemblables. 3 agapes. Le repas était servi d'une manière bizarre et dans toutes sortes de vaisselles extravagantes et pittoresques. De grands verres de Venise, traversés de spirales laiteuses, des vide-recombes allemands historiés de blasons, de légendes, des cruches flamandes en grès émaillé, des flacons à col grêle, encore entourés de leurs nattes de roseau, remplaçaient les verres, les bouteilles et les carafes. La porcelaine opaque de Louis le Buff et la faïence anglaise à fleurs, ornement des tables bourgeoises, brillaient par leur absence, aucune assiette n'était pareille, mais chacune avait son mérite particulier, la Chine, le Japon, la Saxe, comptaient là des échantillons de leurs plus belles pâtes et de leurs plus riches couleurs, le tout un peu écorné, un peu fêlé, mais d'un goût exquis. Les plats étaient, pour la plupart, des émaux de Bernard de Palissy, ou des faïences de Limoges, et quelquefois le couteau du découpeur rencontrait, sous les mets réels, un reptile, une grenouille ou un oiseau en relief. L'anguille mangeable mêlait ses replis à ceux de la couleuvre moulée. Un honnête Philistin eût éprouvé quelque frayeur à la vue de ces convives chevelus, barbus, moustachus, ou tondus d'une façon singulière, brandissant des dagues du XVIe siècle, des crises malais, des neuvageuses, et courbés sur des nourritures auxquelles les reflets des lampes vacillantes prêtaient des apparences suspectes. Le dîner tirait à sa fin, déjà quelques-uns des plus fervents adeptes ressentaient les effets de la pâte verte, j'avais, pour ma part, éprouvé une transposition complète de goût. L'eau que je buvais me semblait avoir la saveur du vin le plus exquis, la viande se changeait dans ma bouche en framboise, et réciproquement. Je n'aurais pas discerné une côtelette d'une pêche. Mes voisins commençaient à me paraître un peu originaux, ils ouvraient de grandes prunelles de Chahuan, leur nez s'allongeait en proboscide, leur bouche s'étendait en ouverture de grelot. Leurs figures se nuançaient de teintes surnaturelles. L'un d'eux, face pâle dans une barbe noire, riait aux éclats d'un spectacle invisible, l'autre faisait d'incroyables efforts pour porter son verre à ses lèvres, et ses contorsions pour y arriver excitaient des huées étourdissantes. Celui-ci, agité de mouvements nerveux, tournait ses pouces avec une incroyable agilité, celui-là, renversé sur le dos de sa chaise, les yeux vagues, les bras morts, se laissait couler en voluptueux dans la mer sans fond de l'anéantissement. Moi, accoudé sur la table, je considérais tout cela à la clarté d'un reste de raison qui s'en allait et revenait par instants comme une veilleuse près de s'éteindre. De sourdes chaleurs me parcouraient les membres, et la folie, comme une vague qui écume sur une roche et se retire pour s'élancer de nouveau, atteignait et quittait ma cervelle, qu'elle finit par envahir tout à fait. L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. Au salon, cria un des convives, n'entendez-vous pas ces chœurs célestes?
Les musiciens sont au pupitre depuis longtemps. En effet, une harmonie délicieuse nous arrivait par bouffées à travers le tumulte de la conversation. 4 à un monsieur qui n'était pas invité. Le salon est une énorme pièce aux lambris sculptés et dorés, au plafond peint, aux frisées ornées de satyres poursuivant des nymphes dans les roseaux, à la vaste cheminée de marbre de couleur, aux amples rideaux de brocatelle, où respire le luxe des temps écoulés. Des meubles de tapisserie, canapés, fauteuils et bergères, d'une largeur à permettre aux jupes des duchesses et des marquises de s'étaler à l'aise, reçurent les hachichins dans leurs bras moelleux et toujours ouverts. Une chauffeuse, à l'angle de la cheminée, me faisait des avances, je m'y établis, et m'abandonnai sans résistance aux effets de la drogue fantastique. Au bout de quelques minutes, mes compagnons, les uns après les autres, disparurent, ne laissant d'autre vestige que leur ombre sur la muraille, qui l'eut bientôt absorbée, ainsi les taches brunes que l'eau fait sur le sable s'évanouissent en séchant. Et depuis ce temps, comme je n'eus plus la conscience de ce qu'il faisait, il faudra vous contenter pour cette fois du récit de mes simples impressions personnelles. La solitude régna dans le salon, étoilée seulement de quelques clartés douteuses, puis, tout à coup, il me passa un éclair rouge sous les paupières, une innombrable quantité de bougies s'allumèrent d'elles-mêmes, et je me sentis baigné par une lumière tiède et blonde. L'endroit où je me trouvais était bien le même, mais avec la différence de l'ébauche au tableau, tout était plus grand, plus riche, plus splendide. La réalité ne servait que de point de départ aux magnificences de l'hallucination. Je ne voyais encore personne, et pourtant je devinais la présence d'une multitude. J'entendais des frôlements d'étoffes, des craquements d'escarpins, des voix qui chuchotaient, susurraient, blaisaient et zeusayaient, des éclats de rire étouffés, des bruits de pieds de fauteuils et de tables. On tracassait les porcelaines, on ouvrait et l'on refermait les portes, il se passait quelque chose d'inaccoutumé. Un personnage énigmatique m'apparut soudainement. Par où était-il entré ? Je l'ignore, pourtant sa vue ne me causa aucune frayeur, il avait un nez recourbé en bec d'oiseau, des yeux verts entourés de 3 cercles bruns, qu'il essuyait fréquemment avec un immense mouchoir, une haute cravate blanche empesée, dans le nœud de laquelle était passée une carte de visite où se lisait écrit « C'est moi », Docus carota, du pot d'or étranglait son col mince, et faisait déborder la peau de ses joues en plis rougeâtres, un habit noir à basques carrées, d'où pendaient des grappes de breloques, emprisonnaient son corps bombé en poitrine de chapon. Quant à ses jambes, je dois avouer qu'elles étaient faites d'une racine de mandragore, bifurquée, noire, rugueuse, pleine de nudes et de verrues, qui paraissait avoir été arrachée de frais, car des parcelles de terre adhéraient encore aux filaments. Ses jambes frétillaient et se tortillaient avec une activité extraordinaire, et, quand le petit torse qu'elle soutenait fut tout à fait vis-à-vis de moi, l'étrange personnage éclata en sanglots, et, s'essuyant les yeux à tour de bras, me dit de la voix la plus dolente, « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir de rire. » Et des larmes grosses comme des pois roulaient sur les ailes de son nez. De rire, répétèrent comme un écho des chœurs de voix discordantes et nasillardes. Ve fantasia. Je regardai alors au plafond, et j'aperçus une foule de têtes sans corps comme celle des chérubins, qui avaient des expressions si comiques, des physionomies si joviales et si profondément heureuses, que je ne pouvais m'empêcher de partager leur hilarité. Leurs yeux se plissaient, leur bouche s'élargissait, et leurs narines se dilataient, c'étaient des grimaces à réjouir le spleen en personne.
Ces masques bouffons se mouvaient dans des zones tournant en sens inverse, ce qui produisait un effet éblouissant et vertigineux. Peu à peu le salon s'était rempli de figures extraordinaires, comme on n'en trouve que dans les eaux fortes de Callao et dans les aquatintes de Goya, un pêle-mêle d'oriposes et de haillons caractéristiques, de formes humaines et bestiales. En toute autre occasion, j'eusse été peut-être inquiet d'une pareille compagnie, mais il n'y avait rien de menaçant dans ces monstruosités. C'était la malice, et non la férocité qui faisait petiller ses prunelles. La bonne humeur seule découvrait ses crocs désordonnés et ses incisives pointus. Comme si j'avais été le roi de la fête, chaque figure venait tour à tour dans le cercle lumineux dont j'occupais le centre, avec un air de componction grotesque, me marmotter à l'oreille des plaisanteries dont je ne puis me rappeler une seule, mais qui, sur le moment, me paraissaient prodigieusement spirituelles, et m'inspiraient la gaieté la plus folle. À chaque nouvelle apparition, un rire homérique, olympien, immense, étourdissant, et qui semblait résonner dans l'infini, éclatait autour de moi avec des mugissements de tonnerre. Des voix tour à tour glapissantes ou caverneuses criaient « Non, c'est trop drôle, en voilà assez. Mon Dieu, que je m'amuse. » De plus fort en plus fort. Finissez. Je n'en puis plus. Oh, oh, HU, HU, I. Quelle bonne farce. Quel beau calembour. Arrêtez. J'étouffe. J'étrangle. Ne me regardez pas comme cela, ou faites-moi cercle, je vais éclater. Malgré ces protestations moitié bouffonnes, moitié suppliantes, la formidable hilarité allait toujours croissant, le vacarme augmentait d'intensité, les planchers et les murailles de la maison se soulevaient et palpitaient comme un diaphragme humain, secoué par ce rire frénétique, irrésistible, implacable. Bientôt, au lieu de venir se présenter à moi un à un, les fantômes grotesques m'assaillirent en masse, secouant leurs longues manches de pierrot, trébuchant dans les plis de leurs souquenilles de magiciens, écrasant leurs nez de carton dans des chocs ridicules, faisant voler en nuages la poudre de leurs perruques, et chantant faux des chansons extravagantes sur des rimes impossibles. Tous les types inventés par la verve moqueuse des peuples et des artistes se trouvaient réunis là, mais décuplés, centuplés de puissance. C'était une cohue étrange, le pulcinella napolitain tapait familièrement sur la bosse du punch anglais, l'arlequin de Bergame frottait son museau noir au masque enfariné du paillasse de France, qui poussait des cris affreux, le docteur Bolognet jetait du tabac dans les yeux du père Cassandre, Tartaglia galopait à cheval sur un clown, et Gilles donnait du pied au derrière à Dos Pavanto, Caragueuse, armé de son bâton obscène, se battait en duel avec un bouffon hosque. Plus loin se démenaient confusément les fantaisies des songes drôlatiques, créations hybrides, mélange informe de l'homme, de la bête et de l'ustensile, moines ayant des roues pour pieds et des marmites pour ventre, guerriers bardés de vaisselle brandissant des sabres de bois dans des serres d'oiseaux, hommes d'état mus par des engrenages de tourne-broche, rois plongés à mi-corps dans des échauguettes en poivrière, alchimistes à la tête arrangée en soufflet, aux membres contournés en alambic. Ribaude faite d'une agrégation de citrouilles à renflements bizarres, tout ce que peut tracer dans la fièvre chaude du crayon un cynique à qui l'ivresse pousse le coude. Cela grouillait, cela rampait, cela trottait, cela sautait, cela grognait, cela sifflait, comme dit Goethe dans La nuit du Walpurgis.
pour me soustraire à l'empressement outré de ces baroques personnages, je me réfugiai dans un angle obscur, d'où je pus les voir se livrant à des danses telles que n'en connut jamais la Renaissance au temps de Chicard, ou l'opéra sous le règne de Musard, le roi du quadrille échevelé. Ces danseurs, 1000 fois supérieurs à Molière, à Rabelais, à Swift et à Voltaire, écrivaient, avec un entrechat ou un balancé, des comédies si profondément philosophiques, des satires d'une si haute portée et d'un sel si piquant, que j'étais obligé de me tenir les côtes dans mon coin. Docus Carota exécutait, tout en s'essuyant les yeux, des pirouettes et des cabrioles inconcevables, surtout pour un homme qui avait des jambes en racines de mandragore, et répétait d'un ton burlesquement piteux, « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir de rire. » Ô vous qui avez admiré la sublime stupidité d'Audraye, la niaiserie enrouée d'Alcide Touzé, la bêtise pleine d'aplomb d'Arnal, les grimaces de macaque de Ravel, et qui croyez savoir ce que c'est qu'un masque comique, si vous aviez assisté à ce bal de Gustave évoqué par le haschisch, vous conviendriez que les farceurs les plus désopilants de nos petits théâtres sont bons à sculpter aux angles d'un catafalque ou d'un tombeau. Que de faces bizarrement convulsées. Que d'yeux clignotants et petillants de sarcasme sous leur membrane d'oiseau. Quel rictus de tirelire. Quelle bouche en coup de hache. Quel nez facétieusement d'odessaèdre. Quels hebdomens gros de moqueries pantagruéliques. Comme à travers tout ce fourmillement de cauchemars sans angoisse se dessinaient par éclairs des ressemblances soudaines et d'un effet irrésistible, des caricatures à rendre jaloux Daumier et Gavarni, des fantaisies à faire pâmer les merveilleux artistes chinois, les Phidias du Poussin et du Magot. Toutes les visions n'étaient pas cependant monstrueuses ou burlesques, la grâce se montrait aussi dans ce carnaval de formes. Près de la cheminée, une petite tête aux joues de pêche se roulait sur ses cheveux blonds, montrant dans un interminable accès de gaieté 32 petites dents grosses comme des grains de riz, et poussant un éclat de rire aigu, vibrant, argentin, prolongé, brodé de trilles et de points d'orgue, qui me traversait le tympan, et, par un magnétisme nerveux, me forçait à commettre une foule d'extravagances. La frénésie joyeuse était à son plus haut point, on n'entendait plus que des soupirs convulsifs, des gloussements inarticulés. Le rire avait perdu son timbre et tournait au grognement, le spasme succédait au plaisir, le refrain de Docus Carota allait devenir vrai. Déjà plusieurs hachichins anéantis avaient roulé à terre avec cette molle lourdeur de l'ivresse qui rend les chutes peu dangereuses, des exclamations telles que celle-ci, « Mon Dieu, que je suis heureux! Quelle félicité! Je nage dans l'extase. Je suis en paradis. Je plonge dans des abîmes de délices, se croisaient, se confondaient, se couvraient. Des cris rauques jaillissaient des poitrines oppressées, les bras se tendaient éperdument vers quelque vision fugitive, les talons et les nuques tambourinaient sur le plancher. Il était temps de jeter une goutte d'eau froide sur cette vapeur brûlante, où la chaudière eût éclaté. L'enveloppe humaine, qui a si peu de force pour le plaisir, et qui en a tant pour la douleur, n'aurait pu supporter une plus haute pression de bonheur. Un des membres du club, qui n'avait pas pris part à la voluptueuse intoxication afin de surveiller la fantasia et d'empêcher de passer par les fenêtres ceux d'entre nous qui se seraient crus des ailes, se leva, ouvrit la caisse du piano et s'assit. Ses deux mains, tombant ensemble, s'enfoncèrent dans l'ivoire du clavier, et un glorieux accord résonnant avec force fit taire toutes les rumeurs et changea la direction de l'ivresse. Si Kiev. Le thème attaqué était, je crois,
l'air d'Agathe dans le Freshwoods, cette mélodie céleste eut bientôt dissipé, comme un souffle qui balaie des nuées difformes, les visions ridicules dont j'étais obsédé. Les larves grimaçantes se retirèrent en rampant sous les fauteuils, où elles se cachèrent entre les plis des rideaux en poussant de petits soupirs étouffés, et de nouveau il me sembla que j'étais seul dans le salon. L'orgue colossal de Fribourg ne produit pas, à coup sûr, une masse de sonorité plus grande que le piano touché par le voyant, on appelle ainsi l'adepte sobre. Les notes vibraient avec tant de puissance, qu'elles m'entraient dans la poitrine comme des flèches lumineuses. Bientôt l'air joué me parut sortir de moi-même, mes doigts s'agitaient sur un clavier absent, les sons en jaillissaient bleus et rouges, en étincelles électriques, l'âme de Weber s'était incarnée en moi. Le morceau achevé, je continuai par des improvisations intérieures, dans le goût du maître allemand, qui me causait des ravissements ineffables. Quel dommage qu'une sténographie magique n'ait pu recueillir ces mélodies inspirées, entendues de moi seul, et que je n'hésite pas, c'est bien modeste de ma part, à mettre au-dessus des chefs-d'œuvre de Rossini, de Meyerbeer, de Félicien David. Au Pillet. Au Vatel. Un des 30 opéras que je fis en 10 minutes vous enrichirait en 6 mois. À la gaieté un peu convulsive du commencement avait succédé un bien-être indéfinissable, un calme sans bornes. J'étais dans cette période bien heureuse du haschisch que les orientaux appellent le kiff. Je ne sentais plus mon corps, les liens de la matière et de l'esprit étaient déliés, je me mouvais par ma seule volonté dans un milieu qui n'offrait pas de résistance. C'est ainsi, je l'imagine, que doivent agir les âmes dans le monde aromal où nous irons après notre mort. Une vapeur bleuâtre, un jour élyséen, un reflet de grotte azurine, formait dans la chambre une atmosphère où je voyais vaguement trembler des contours indécis. Cette atmosphère, à la fois fraîche et tiède, humide et parfumée, m'enveloppait, comme l'eau d'un bain, dans un baiser d'une douceur énervante. Si je voulais changer de place, l'air caressant faisait autour de moi 1000 remous voluptueux, une langueur délicieuse s'emparait de mes sens et me renversait sur le sofa, où je m'affaissais. Comme un vêtement qu'on abandonne. Je compris alors le plaisir qu'éprouvent, suivant leur degré de perfection, les esprits et les anges en traversant les éthers et les cieux, et à quoi l'éternité pouvait s'occuper dans les paradis. Rien de matériel ne se mêlait à cette extase, aucun désir terrestre n'en altérait la pureté. D'ailleurs, l'amour lui-même n'aurait pu l'augmenter, Roméo Achichin eût oublié Juliette. La pauvre enfant, se penchant dans les jasmins, eût tendu en vain du haut du balcon, à travers la nuit, ses beaux bras d'albâtre. Roméo serait resté au bas de l'échelle de soie, et, quoique je sois éperdument amoureux de l'ange de jeunesse et de beauté créé par Shakespeare, je dois convenir que la plus belle fille de Vérone, pour un Achichin, ne vaut pas la peine de se déranger. Aussi je regardais d'un œil paisible, bien que charmé, la guirlande de femmes idéalement belles qui couronnait la frise de leur divine nudité, je voyais luire des épaules de satin, étinceler des seins d'argent, plafonner de petits pieds à plantes roses, onduler des hanches apiolantes, sans éprouver la moindre tentation. Les spectres charmants qui troublaient Saint-Antoine n'eussent eu aucun pouvoir sur moi. Par un prodige bizarre, au bout de quelques minutes de contemplation, je me fondais dans l'objet fixé, et je devenais moi-même cet objet. Ainsi je m'étais transformé en Nymphérinx, parce que la fresque représentait en effet la fille du ladon poursuivie par peine. J'éprouvais toutes les terreurs de la pauvre fugitive, et je cherchais à me cacher derrière des roseaux fantastiques, pour éviter le monstre à pied de bouc.
7. Le Kiev tourne au cauchemar. Pendant mon extase, Docus Carota était rentré. Assis comme un tailleur ou comme un pacha sur ses racines proprement tortillées, il attachait sur moi des yeux flamboyants, son bec claquait d'une façon si sardonique, un tel air de triomphe railleur éclatait dans toute sa petite personne contrefaite, que je frissonnais malgré moi. Devinant ma frayeur, il redoublait de contorsions et de grimaces, et se rapprochait en sautillant comme un faucheux blessé ou comme un cul-de-jatte dans sa gamelle. Alors je sentis un souffle froid à mon oreille, et une voix dont l'accent m'était bien connu, quoique je ne pusse définir à qui elle appartenait, me dit, « Ce misérable Docus Carota, qui a vendu ses jambes pour boire, t'a escamoté la tête, et mis à la place, non pas une tête d'âne comme Pâques à Baatum, mais une tête d'éléphant. » Singulièrement intrigué, j'allai droit à la glace, et je vis que l'avertissement n'était pas faux. On m'aurait pris pour une idole hindoue ou javanaise, mon front s'était haussé, mon nez, allongé en trompe, se recourbait sur ma poitrine, mes oreilles balayaient mes épaules, et, pour surcroît de désagrément, j'étais couleur d'indigo, comme Shiva, le dieu bleu. Exaspéré de fureur, je me mis à poursuivre Docus Carota, qui sautait et glapissait, et donnait tous les signes d'une terreur extrême. Je parvins à l'attraper, et je le cognai si violemment sur le bord de la table, qu'il finit par me rendre ma tête, qu'il avait enveloppée dans son mouchoir. Content de cette victoire, j'allais reprendre ma place sur le canapé, mais la même petite voix inconnue me dit, « Prends garde à toi, tu es entouré d'ennemis, les puissances invisibles cherchent à t'attirer et à te retenir. Tu es prisonnier ici, essaie de sortir, et tu verras point. » Un voile se déchira dans mon esprit, et il devint clair pour moi que les membres du club n'étaient autres que des kabbalistes et des magiciens qui voulaient m'entraîner à ma perte. 8. Je me levai avec beaucoup de peine et me dirigeai vers la porte du salon, que je n'atteignis qu'au bout d'un temps considérable, une puissance inconnue me forçant de reculer d'un pas sur 3. À mon calcul, je mis 10 ans à faire ce trajet. Docus Carota me suivait en ricanant et marmottait d'un air de fausse commisération, « S'il marche de ce train-là, quand il arrivera, il sera vieux point. » J'étais cependant parvenu à gagner la pièce voisine dont les dimensions me parurent changées et méconnaissables. Elle s'allongeait, indéfiniment. La lumière, qui scintillait à son extrémité, semblait aussi éloignée qu'une étoile fixe. Le découragement me prit, et j'allais m'arrêter, lorsque la petite voix me dit, en m'effleurant presque de ses lèvres, « Courage. Elle t'attend à 11 heures point. » Faisant un appel désespéré aux forces de mon âme, je réussis, par une énorme projection de volonté, à soulever mes pieds qui s'agrafaient au sol et qu'il me fallait déraciner comme des troncs d'arbres. Le monstre aux jambes de mandragore m'escortait en parodiant mes efforts et en chantant sur un ton de traînante psalmodie, « Le marbre gagne. Le marbre gagne. » En effet, je sentais mes extrémités se pétrifier, et le marbre m'envelopper jusqu'aux hanches comme la Daphné des Tuileries. J'étais statue jusqu'à mi-corps, ainsi que ces princes enchantés des 1001 nuits. Mes talons durcis résonnaient formidablement sur le plancher, j'aurais pu jouer le commandeur dans Don Juan. Cependant j'étais arrivé sur le palier de l'escalier que j'essayais de descendre, il était à demi éclairé et prenait à travers mon rêve des proportions cyclopéennes et gigantesques. Ces deux bouts noyés d'ombre me semblaient plongés dans le ciel et dans l'enfer, deux gouffres, en levant la tête,
j'apercevais indistinctement, dans une perspective prodigieuse, des superpositions de paliers innombrables, des rampes à gravir comme pour arriver au sommet de la tour de Lilac. En la baissant, je pressentais des abîmes de degrés, des tourbillons de spirales, des éblouissements de circonvolution. Cet escalier doit percer la terre de part en part, me dis-je en continuant ma marche machinale. Je parviendrai au bas le lendemain du jugement dernier. Point. Les figures des tableaux me regardaient d'un air de pitié, quelques-unes s'agitaient avec des contorsions pénibles, comme des muets qui voudraient donner un avis important dans une occasion suprême. On eût dit qu'elle voulait m'avertir d'un piège à éviter, mais une force inerte et morne m'entraînait, les marches étaient molles et s'enfonçaient sous moi, ainsi que les échelles mystérieuses dans les épreuves de franc-maçonnerie. Les pierres gluantes et flasques s'affaissaient comme des ventres de crapauds, de nouveaux paliers, de nouveaux degrés, se présentaient sans cesse à mes pas résignés, ceux que j'avais franchis se replaçaient d'eux-mêmes devant moi. Ce manège dura 1000 ans, à mon compte. Enfin j'arrivai au vestibule, où m'attendait une autre persécution non moins terrible. La chimère tenant une bougie dans ses pattes, que j'avais remarquée en entrant, me barrait le passage avec des intentions évidemment hostiles, ses yeux verdâtres petillaient d'ironie, sa bouche sournoise riait méchamment, elle s'avançait vers moi presque à plat ventre, traînant dans la poussière son caparaçon de bronze, mais ce n'était pas par soumission, des frémissements féroces agitaient sa croupe de lionne, et Docus Carota l'excitait comme on fait d'un chien qu'on veut faire battre, mort. Mord-le. De la viande de marbre pour une bouche d'airain, c'est un fier régal. Point. Sans me laisser effrayer par cette horrible bête, je passai outre. Une bouffée d'air froid vint me frapper la figure, et le ciel nocturne nettoyé de nuages m'apparut tout à coup. Un semis d'étoiles poudrait d'or les veines de ce grand bloc de lapis lazuli. J'étais dans la cour. Pour vous rendre l'effet que me produisit cette sombre architecture, il me faudrait la pointe dont Piranèse rayait le vernis noir de ses cuivres merveilleux. La cour avait pris les proportions du champ de Mars, et s'était en quelques heures bordée d'édifices géants qui découpaient sur l'horizon une déchelure d'aiguilles, de coupoles, de tours, de pignons, de pyramides, dignes de Rome et de Babylone. Ma surprise était extrême, je n'avais jamais soupçonné l'île Saint-Louis de contenir tant de magnificence monumentale, qui d'ailleurs eussent couvert 20 fois sa superficie réelle, et je ne songeais pas sans appréhension au pouvoir des magiciens qui avaient pu, dans une soirée, élever de semblables constructions. Tu es le jouet de vaines illusions, cette cour est très petite, murmura la voix, elle a 27 pas de long sur 25 de large. Oui, grommela l'avorton bifurqué, des pas de bottes de 7 lieues. Jamais tu n'arriveras à 11 heures, voilà 1500 ans que tu es parti. Une moitié de tes cheveux est déjà grise. Retourne là-haut, c'est le plus sage. Point. Comme je n'obéissais pas, l'odieux monstre m'entortilla dans les réseaux de ses jambes, et, s'aidant de ses mains comme de crampons, me remorqua malgré ma résistance, me fit remonter l'escalier où j'avais éprouvé tant d'angoisse, et me réinstalla, à mon grand désespoir, dans le salon d'où je m'étais si péniblement échappé. Alors le vertige s'empara complètement de moi, je devins fou, délirant. Docus Carota faisait des cabrioles jusqu'au plafond en me disant « Imbécile, je t'ai rendu ta tête, mais, auparavant, j'avais enlevé la cervelle avec une cuillère. » J'éprouvai une affreuse tristesse, car, en portant la main à mon crâne, je le trouvai ouvert, et je perdis connaissance.
9. Ne croyez pas au chronomètre. En revenant à moi, je vis la chambre pleine de gens vêtus de noir, qui s'abordaient d'un air triste et se serraient la main avec une cordialité mélancolique, comme des personnes affligées d'une douleur commune. Ils disaient, le temps est mort, désormais il n'y aura plus ni année, ni mois, ni heure, le temps est mort, et nous allons à son convoi. Il est vrai qu'il était bien vieux, mais je ne m'attendais pas à cet événement, il se portait à merveille pour son âge, ajouta une des personnes en deuil que je reconnus pour un peintre de mes amis. L'éternité était usée, il faut bien faire une fin, reprit un autre. Grand Dieu! M'écriai-je frappé d'une idée subite, s'il n'y a plus de temps, quand pourra-t-il être 11 heures? Jamais, cria d'une voix tonnante Docus Carota, en me jetant son nez à la figure, et en se montrant à moi sous son véritable aspect. Jamais, il sera toujours 9h15. L'aiguille restera sur la minute où le temps a cessé d'être, et tu auras pour supplice de venir regarder l'aiguille immobile, et de retourner t'asseoir pour recommencer encore, et cela jusqu'à ce que tu marches sur l'os de tes talons. Une force supérieure m'entraînait, et j'exécutai 400 ou 500 fois le voyage, interrogeant le cadran avec une inquiétude horrible. Docus Carota s'était assis à califourchon sur la pendule et me faisait d'épouvantables grimaces. L'aiguille ne bougeait pas, misérable. Tu as arrêté le balancier, m'écriai-je ivre de rage. Non pas, il va et vient comme à l'ordinaire, mais les soleils tomberont en poussière avant que cette flèche d'acier ait avancé d'un millionième de millimètre. Allons, je vois qu'il faut conjurer les mauvais esprits, la chose tourne au spleen, dit le voyant, faisons un peu de musique. La harpe de David sera remplacée cette fois par un piano des rares points. Et, se plaçant sur le tabouret, il joua des mélodies d'un mouvement vif et d'un caractère gai. Cela paraissait beaucoup contrarier l'homme mandragore, qui s'amoindrissait, s'aplatissait, se décolorait et poussait des gémissements inarticulés, enfin il perdit toute apparence humaine, et roula sur le parquet sous la forme d'un salsifis à 2 pivots. Le charme était rompu. Alléluia! Le temps est ressuscité, crièrent des voix enfantines et joyeuses, va voir la pendule maintenant. L'aiguille marquait 11 heures. Monsieur, votre voiture est en bas, me dit le domestique. Le rêve était fini. Les hachichins s'en allèrent chacun de leur côté, comme les officiers après le convoi de Malbrook. Moi, je descendis d'un pas léger cet escalier qui m'avait causé tant de tortures, et quelques instants après j'étais dans ma chambre en pleine réalité, les dernières vapeurs soulevées par le hashish avaient disparu. Ma raison était revenue, ou du moins ce que j'appelle ainsi, faute d'autres termes. Ma lucidité aurait été jusqu'à rendre compte d'une pantomime ou d'un vaudeville, ou à faire des vers rimants de 3 lettres. Fin. Table Avatar un Jetatura 137 Aria Marcella 271 La 1002e nuit 317 Le pavillon sur l'eau 353 L'enfant aux souliers de pin 371 Le chevalier double 383 Le pied de momie 397 La pipe d'opium 415 Le club des hachichins 429 Paris.mp Simon Rasson et Con, rue d'Erfurt, 1. End of the project Gutenberg e-book roman et conte updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax.